Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes en direct sur un nouveau direct, du coup, une nouvelle soirée de discussion, de présentation de la Bicoque et voilà, en direct avec Alexis. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. On va attendre 5 minutes, tant que tout le monde s'installe. On voit qu'il y a Corentin qui est là. Salut Corentin, des clubs. Bastien Touzé bien sûr, qui avait fait la première vidéo avec nous. Bonsoir à tous, ça rentre tranquillement. On va attendre encore quelques minutes. On a fini tout préparé avec Alexis. Et puis comme on vous l'a dit, en fait, on vous présentera tout à l'heure, mais c'est le bilan un peu de plusieurs... c'est le bilan de plusieurs semaines de travail pour Alexis. On va attendre, on est rendu à une quinzaine de personnes. On va encore attendre quelques minutes. Il est quelle heure? T'as l'heure ou pas sur le PC? Oui, 19h01. Allez, on attend encore 2 minutes puis on va se lancer. Pas de questions pour l'instant. Salut Souliac aussi, un ancien stagiaire aussi de la Bicoque. Pas dans la même branche parce que du coup Alexis est plus dans la branche entraînement et Souliac était plus dans la branche marketing et communication. Mais salut Souliac. Bonjour à tout le monde. On se lance? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc rapidement, les présentations de tous les deux pour ceux qui ne nous connaissent pas. Moi, pour ceux qui suivent la page, je me suis déjà présenté sur 2 vidéos, donc je ne vais peut-être pas le refaire. Donc Fabien Aoustin, je suis entraîneur depuis 15 ans et donc je suis associé avec Brian sur ce projet pour le développement de la Bicoque Academy, qui est une structure spécialisée dans les stages en cyclisme pour le moment, en cyclisme traditionnel, donc route piste cyclocross pour le moment. La nouveauté pour 2022, c'est le VTT. Et du coup, on propose ces stages depuis 1 an. Toi, Alexis? Bonjour à tous, donc moi c'est Alexis Bricard, donc je suis étudiant en STAPS à l'IFEPSA au Poncé en 3e année. Dans le cadre de mes études, je devais faire un stage de 4 mois, donc j'ai pu le faire à la Bicoque Academy pour la recherche sur l'entraînement des jeunes. Et donc à côté, je suis aussi coureur en première catégorie à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Ponts de C, c'est bien à côté d'Angers, parce que les Ponts de C, peut-être que les gens ne connaissent pas, à côté d'Angers, donc voilà, la région angevine, en Pays de Loire. Donc c'est là que l'IFEPSA, donc c'est des études en STAPS, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est études dans le sport pour devenir soit prof de PS, entraîneur, soit préparateur physique, voilà. éducateur, et Voilà. tout ce qui touche au monde de l'entraînement. Donc du coup, comme Alexis vous l'a dit, alors avec Alexis on est proche aussi, parce que comme vous le savez, je suis aussi entraîneur, pas encore entraîneur de jeunes, j'entraîne aussi des athlètes tous les niveaux, et du coup à titre personnel aussi j'entraîne Alexis depuis 2 ans, donc du coup voilà, on se côtoie, comme je dis toujours à Alexis, il faut tourner les casquettes. Je suis aussi bien avec lui, du coup j'étais son responsable du stage là, pour le stage de l'IFEPSA, mais je suis aussi du coup son entraîneur à titre personnel. Voilà. Donc le stage, je te laisse rappeler les objectifs du stage. Donc sur ce stage de 4 semaines, donc l'objectif c'était l'entraînement des jeunes de 12 à 16 ans. Donc on a fait le choix de faire une petite revue de la littérature en s'intéressant un peu à tous les sports qui pouvaient proches ou loin, comme piste, cyclocross, VTT, ou alors le foot, le rugby, les sports co de manière générale, pour savoir un peu ce qui se faisait autour des jeunes. Suite à cela, on a essayé de connaître et de déterminer des fenêtres pour lesquelles on pourrait apporter telle ou telle séance à telle ou telle période dans la vie d'un athlète. Donc on a cherché des méthodes justement pour déterminer ces périodes. Et donc à partir de cela, on a pu écrire certaines fenêtres d'entraînement pour développer des habiletés motrices ou des habiletés Technique ou autre, en fonction des âges et en fonction des sexes. C'est ça. Voilà, vraiment, notre demande de la Bicoque était vraiment celle-ci. On voulait vraiment refaire une revue un peu littéraire et scientifique. Pour ceux qui sont étudiants, ils vont nous comprendre. Mais voilà, regardez ce qui a été écrit sur le sujet du sport d'une manière générale chez le jeune de 12 à 16 ans
et après un peu en entonnoir, de partir du très très général et revenir progressivement vers le plus spécifique. Et concrètement, ça va être un peu la fin de la vidéo aujourd'hui, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait pour un KD1 quoi, par exemple, quoi. Ou concrètement qu'est-ce qu'on fait pour un junior, ou qu'est-ce qu'on fait pour un minime 2. Voilà, c'était un peu la demande que j'avais à Alexis, c'était de partir du très très général pour pas se fermer la porte sur telle ou telle méthode ou telle revue scientifique ou telle recherche scientifique, je veux dire, pardon. Et puis après, bien sûr, pour revenir, nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec les gamins désolé pour ceux qui nous écoutent qui ont cet âge-là, mais pour les jeunes, dans les clubs, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les jeunes, nous, qu'on entraîne à la Bicoque? Qu'est-ce qu'on fait concrètement sur une semaine de stage de la Bicoque? Et qu'est-ce que doivent faire les clubs concrètement, quoi. C'était ça un peu l'idée du stage. Donc on sait que la période 12-16 ans, c'est une période de changement, donc de puberté. Donc c'est une période de passage de l'âge d'enfant à l'âge adulte. Donc avec beaucoup de changements d'un point de vue squelettique, de maturation et sexuel. Donc si on s'intéresse à la classification pubertaire de Tanner, qui a écrit 5 catégories de puberté qui correspondent à la maturation et la modification des paramètres sexuels secondaires, qui permet de classer un individu selon sa puberté. Toutefois, on a estimé que c'était pas le meilleur moyen pour mesurer l'avancée, la maturation des étudiants, enfin des jeunes qu'on a devant nous. Et donc on s'est plutôt après intéressé au pic de croissance. Ouais. Du coup, si on revient juste sur cette puberté-là, Alexis, est-ce que déjà là, à ce stade-là, est-ce qu'on peut faire une différence entre les garçons et les filles déjà, par exemple? Alors oui, il y a déjà une première différence, c'est que la fille est biologiquement plus précoce. Donc elle sera amenée à travailler certaines capacités physiques ou techniques en avance par rapport aux garçons. La théorie dit quoi? 1 an et demi, 2 ans? C'est ça. Ok, très bien. Donc le pic de croissance, on a décidé d'utiliser plus cet outil-là pour mesurer l'avancement, la maturité de l'athlète, du jeune athlète. Donc c'est ça, on a préféré choisir le pic de croissance et la croissance de manière générale, car dans un premier temps c'est déjà plus quantifiable, avec des données chiffrées, avec une croissance qui se mesure en centimètres. Donc dans un premier temps, on s'est intéressé, donc je rappelle, la pic de croissance, c'est bien la période où un enfant va avoir une croissance qui va augmenter de manière significative. Donc selon les individus, ça peut varier de 8 à 12 cm. Donc elle permet de déterminer si l'enfant est à quelle période il se trouve. À quelle phase il trouve. Voilà. Ça, ouais. Et donc pour cela, on a déterminé donc 2 méthodes. Donc la première, c'est un calcul par estimation, donc appelé Maturity of State. Donc elle peut être utilisée sur internet en notant justement le nom, la Maturity of State dans la barre de recherche. Et en fait, le but de ce programme est d'utiliser la croissance, et donc la croissance pour prédire le pic de croissance. Donc pour cela, on va avoir besoin de quelques informations. La date de naissance, la date de prise des mesures, le poids, la taille debout et la taille assise, car je pense que tu peux le rappeler, mais ouais. Du coup... En fait dans la maturité, dans la croissance du jeune, de l'enfant, l'enfant grandit d'abord par les membres, donc les mains, les pieds, on le voit très bien, c'est ça qui grandit en premier. Ensuite c'est les jambes, et ensuite c'est le buste. Donc du coup, et j'ai oublié les bras bien sûr, mais en même temps que les jambes. Et du coup, le fait de mesurer comment grandit l'enfant, s'il grandit plus par les jambes ou par le buste, ça va permettre de savoir où est l'enfant dans son évolution et dans sa croissance. Et du coup, ça va permettre de déterminer la phase de croissance où il est. On viendra après sur les phases. Et du coup,
de déterminer la phase. Donc du coup après de savoir, parce que théoriquement on sait qu'il y a certaines phases qui sont plus adaptées que d'autres pour développer telle ou telle qualité physique. C'est ça. Je tiens à préciser que par rapport à cette méthode, il est préférable d'effectuer des mesures chez les femmes entre 9 et 13 ans et chez les hommes de 12 à 16 ans. Ok, très bien. Et du coup, pour résumer, donc, le pic de croissance, donc, on a compris que c'était un élément important pour mesurer l'avancée de la croissance de l'enfant, du jeune, aussi bien garçon que fille. Et du coup, ça va devenir un outil, la mesure de l'évolution va devenir un outil pour nous de suivi et de connaissance de l'athlète et de savoir où est-ce qu'il en est. Donc du coup, la mesure est très très simple. Alors il y a un peu de technique, on pourra en reparler si besoin. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Là, on regarde pas trop, parce qu'on est concentrés tous les deux, on regarde pas trop s'il y a des questions au fur et à mesure. J'y retournerai voir. Mais du coup, n'hésitez pas à poser des questions, on essaiera d'y répondre. Et en tout cas, pour cette mesure, c'est assez simple. On pourra mettre des liens si besoin après dans d'autres de stories ou autres. C'est une mesure en fait qui se fait assise, donc comme ça la mesure assise permet de mesurer le buste, et ensuite une mesure debout qui permet de voir la différence entre du coup la taille des jambes et la taille du buste et de voir qui grandit encore. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. C'est assez simple comme ça. Peut-être que comme ça c'est un peu compliqué, mais dans les faits c'est très très simple. Dans les faits c'est très très simple. Donc voilà, on a expliqué ce fameux pic de croissance qu'on va nous utiliser comme outil, encore je me répète, mais comme outil de vérification de l'état de maturité ou l'état d'avancement du jeune. Et donc en fait, après du coup on a parlé de différentes phases. Donc il y a différentes phases de maturité. Tu peux nous les rappeler du coup ces différentes phases? Donc j'imagine que c'est dès la naissance au final, jusqu'à la fin de la croissance. Donc voilà, l'intérêt de suivre les phases, c'est de pouvoir repérer et identifier les différentes différences de croissance de l'enfant. Donc la première, elle est assez simple, c'est de la naissance jusqu'à 6 ans. Donc là, on va avoir une croissance très rapide. Ensuite, on va avoir de 6 ans jusqu'au pic de croissance, où là, la croissance va avoir tendance à se stabiliser. Donc là, il est important de prendre les mesures toujours debout et assis tous les 3 mois. Okay. Ensuite, à partir de ce plateau, on va avoir une croissance qui va augmenter de manière significative. Donc là, on va rentrer dans le pic de croissance. Le pic de croissance, ouais. Donc là, on va prendre pour les garçons de 5 à 8 cm par an et pour les filles de 6 à 8 cm. Donc de cette phase 3, donc c'est bien du commencement du pic de croissance jusqu'au sommet du pic de croissance. Ensuite, on va avoir la phase 4 qui, elle, va avoir tendance à avoir une décélération de la croissance. C'est ça, brève. Ouais. Et du coup, donc là, c'est pareil. Toujours mesure taille debout, taille assise tous les 3 mois. Et ensuite, donc la phase 4 et la phase 6 vont être 2 phases où la croissance va tendre à diminuer de manière moins importante. Et l'enfant va aller vers l'âge adulte et va prendre peu de centimètres par an. Et du coup, ce qui est, vous imaginez bien que si ces phases-là existent, déjà, il y a des scientifiques qui ont étudié ces phases et qui sont interrogés sur quelles étaient les phases de croissance de l'enfant, enfant, adolescent, jusqu'à l'âge adulte. Et du coup, vous imaginez bien aussi qu'il y a des passionnés de l'éducation et du sport comme nous qui se sont posés aussi des questions sur qu'est-ce qui est préférable de travailler à chaque phase, quoi. Et du coup, voilà, on va pas revenir dessus, c'est pas le but, mais on y reviendra après. On va pas revenir par exemple sur ce qui est important de développer, par exemple de la phase 1, qui est des enfants de 0 à 6 ans. Ça, c'est pas le but de la soirée. Mais voilà, pour chaque phase, des scientifiques et des spécialistes de la pédale de l'enfant et de l'entraînement de l'enfant se sont posés des questions sur qu'est-ce qui était important de développer en termes de physique, en termes physiquement, en termes d'endurance, de force, de coordination, de souplesse, de vitesse, et aussi en termes de technique, de tactique. Voilà, tout ça, on a des réponses, mais par phase, mais du coup, là, c'est pas le but de la soirée. Et du coup, si on comprend bien ces différentes phases aussi, bien sûr, comme c'est en relation avec le pic de croissance
qui est en relation avec la puberté, il y a aussi une différence garçon-fille qui est la même que dans la puberté. Toujours. On est d'accord. Donc toujours 1 an et demi d'écart où les femmes, les filles, sont un peu en avance par rapport aux garçons. Plus précoces. Voilà. Ok, très bien. Très bien. Du coup, on a fait là le petit résumé des grandes lignes théoriques du sujet sur lequel s'est concentré Alexis pendant 4 semaines. Donc voilà, ça permet de bien recontextualiser la recherche et voilà sur quoi on voulait se questionner. Ensuite, bien sûr, on va quand même parler de vélo, parce que le but du jeu là, à la Bicoque Academy, on parle du vélo. En tout cas, on parle des sports d'endurance. Peut-être qu'un jour, on parlera aussi du triathlon. Peut-être qu'on parlera un jour du trail chez les jeunes ou de l'athlétisme chez les jeunes. Peut-être, on ne sait pas où est-ce qu'on va encore. Mais pour l'instant, on parle surtout notre activité de base avec Brian et avec Quentin, c'est bien sûr le cyclisme traditionnel, VTT et sport d'endurance. Donc du coup, voilà, je vous rappelle un peu ce que c'est l'activité, parce que du coup on va rentrer un peu dans le vif du sujet là, l'entonnoir se rétrécit, et donc du coup l'activité cyclisme chez les jeunes, donc faire du vélo, on le sait tous, c'est d'abord et avant tout un sport d'endurance, c'est des efforts qui durent quand même plus que 15 minutes, plus que 20 minutes, en général c'est des efforts qui durent longtemps, et même les épreuves plus courtes et plus intenses telles que le cyclocross par exemple, sont des efforts qui durent quand même assez longtemps. Après bien sûr il y a la spécificité du cyclisme sur piste, ou par exemple sur une vitesse, on n'est plus sur de l'endurance, mais c'est des efforts plutôt anaérobie. Mais d'une manière générale, la vitesse sur la piste et aussi le BMX par exemple, qui sont sur des efforts de 20 à 30 secondes pour les jeunes, je pense, mais ça reste une activité d'endurance avec des habiletés motrices importantes, on le sait, c'est important de savoir tourner, virer, lâcher les mains et être capable de s'y mouvoir en toute facilité dans un peloton par exemple, mais on sait que les habiletés motrices sont quand même plus faibles que dans d'autres activités physiques, et toi qui vois d'autres activités physiques au quotidien, tu le sais. Après, il y a des besoins spécifiques, tels que la force, tels que la vitesse, pour répondre à des besoins dans une côte, à des attaques, faire les arrivées, faire les sprints, etc. Et bien sûr, on le sait aussi, des besoins et des besoins spécifiques tels que les tactiques ou les techniques, et ça qui s'acquiert au fil du temps, savoir passer des relais, savoir faire un éventail, savoir frotter, savoir prendre un virage dans n'importe quelle situation avec des graviers, avec de l'eau ou autre, ou alors même, et ça j'en parle souvent avec les athlètes du team L, c'est savoir faire une bordure, ou avec toi, savoir faire une bordure. Une bordure, c'est aussi de la technique, c'est pas seulement rouler vite et te faire tout péter, c'est aussi une technique qu'il faut savoir apprendre, quoi. Donc voilà, on est là dans le cyclisme. Donc du coup là on vient au quatrième point, au troisième point de notre présentation, et du coup aussi un peu au troisième point de ton sujet de recherche et sur ce quoi tu t'es intéressé pendant ces 4 semaines. C'est concrètement, on fait quoi? Par exemple, demain, il y a un papa du club qui vient te voir, il y a moi qui t'appelle parce qu'il y a un KD1 qui m'appelle. Voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour un jeune KD1? Il est en face de nous, on dit on l'a maintenant là. Qu'est-ce qu'on peut conseiller au club? Qu'est-ce que toi tu me conseilles de faire quand j'ai un KD1 qui vient me voir? Donc si on s'intéresse dans un premier moment seulement aux qualités physiques, donc le KD1 il se trouvera entre la phase 3 et la phase 4. Donc je rappelle, la phase 3 c'est bien la croissance qui augmente de manière significative. Exponentielle, c'est la période où là ils grandissent énormément. Jusqu'au sommet, et la phase 4 c'est l'inverse, c'est la croissance qui diminue de manière importante. Ouais. Donc là je dis KD1, donc là on est parti sur KD1, donc garçon. On peut imaginer du coup pour les filles, du coup avec un an, 2 ans d'écart, donc c'est minimum 2, minimum 1 pour les filles. Donc voilà, attention à prendre en compte qu'il y a une petite différence entre les garçons et les filles toujours. Donc en ce qui concerne la phase 3, si on a un enfant qui est plutôt précoce, donc il est nécessaire de commencer, donc c'est une période où il est important de faire un travail d'endurance de manière plus significative que les 2 phases d'avant, où il est recommandé de privilégier de manière... les intensités de manière continue. Oui, c'est ça. Donc des intensités de manière continue
dans le premier pic de croissance, enfin dans la phase 3. Et quand on va passer dans la phase 4, donc là quand la croissance va diminuer, quand l'augmentation de la croissance va diminuer, il continue à grandir mais c'est moins rapide. C'est ça, et là on va plutôt favoriser les exercices par intervalle. Exactement, par intervalle court. Donc du coup là concrètement, ce sera le moment de leur faire découvrir des exercices tels que le 30-30, le 1-1, des exercices par intervalle voilà. On va pas trop. Ouais. Voilà, donc en ce qui concerne l'endurance, voilà, toujours maintenir l'endurance, et c'est vraiment une période où il faut continuer à la travailler. Mais ce n'est pas la seule qualité qu'on peut venir travailler durant cette période. Il y a aussi la vitesse, donc la pratique de sprint ou d'exercice de vélocité durant cette période va venir accroître la vitesse gestuelle. Et donc des études ont été réalisées. Travailler la vitesse à cette période-là, entre 11 et 14 ans, peut venir amener une vitesse de 1,6 mètres seconde par rapport à un public qui n'a pas travaillé cette qualité à cet âge-là. Donc du coup, il y a une période précise là, pour travailler cette qualité-là, et ça peut avoir des incidences sur son futur. Du coup. Donc en ce qui concerne la phase 3, donc voilà, on a relevé deux grands principes, enfin deux qualités physiques à privilégier. Néanmoins, il ne faut pas négliger les autres, et il est important de continuer à les entraîner. En ce qui concerne la phase 4, donc on a toujours un maintien de l'endurance. Donc je le rappelle, phase 4, c'est plutôt sur des exercices intervalles courts. Voilà en ce qui concerne l'endurance. La vitesse, donc là on va avoir toujours un travail de vitesse, donc c'est une période qui est vraiment propice pour le développement des qualités anaérobies, qui va être lié au développement du système nerveux central. Donc la deuxième période de ce développement de la puissance, elle sera chez le garçon entre 6 mois et 1 an après le pic de croissance. Chez la femme, je continue avec le garçon. Donc, en ce qui concerne la force, donc, après la phase 4, c'est une période propice pour pratiquer, pour faire des exercices de force. Donc, cette période survient justement après ce pic de croissance, donc après le sommet. Il va permettre d'augmenter aussi donc, la force, de faire des exercices va permettre aussi de développer la masse musculaire et améliorer les performances motrices. Donc la période vraiment clé où il faut travailler ces qualités, c'est entre 12 et 18 mois après le pic de croissance. Ok, donc une fois qu'on a mesuré ce pic de croissance, entre 1 an et 1 an et demi après, entre 12 et 18 mois, on travaille ces qualités-là spécifiques. C'est ça, une fois qu'on a vraiment passé ce sommet. Une fois que notre mesure permet de voir que c'est validé, qu'il grandit plus ou qu'il grandit moins vite, qu'il a passé cette phase de croissance, là on peut se permettre 12 à 18 mois après de faire des exercices de force. En ce qui concerne les filles, donc là, en ce qui concerne les exercices de force chez la fille, survient tout de suite après le pic de croissance. Donc là, à noter que c'est plus tôt que chez le garçon, ou alors juste après les premières règles. Donc voilà en ce qui concerne les qualités physiques à développer durant ces deux. Alexis l'a dit tout à l'heure, mais ça me semble important de bien insister sur le fait que là, on parle des principales qualités physiques à développer durant cette période, mais bien sûr que toutes les autres qualités physiques et techniques et tactiques, il faut les entretenir malgré tout. Parce que si pendant 6 mois ou 1 an, du coup on travaille que l'endurance, mais du coup on oublie de travailler la tactique, la technique, là ça peut avoir des incidences négatives pour le jeune athlète. Voilà. Donc à peu près concrètement sur du coup le volume, parce qu'on a dit qu'il fallait travailler les qualités d'endurance, mais concrètement on entend souvent les questions sur le bord des routes ou dans les clubs. Concrètement du coup le KD1, est-ce qu'il faut qu'il roule plusieurs fois par semaine, sur quelle durée, sur quelle longueur, est-ce qu'il y a un volume hebdo qu'il faut faire, pas faire, c'est quoi les prévisions? Donc là, si on part toujours sur l'idée du KD1, le volume hebdomadaire va varier entre 6 et 12 heures selon le niveau de l'athlète ou sa maturité, bien sûr. Ouais.
Donc on peut lui aussi lui proposer des sessions par semaine qui varient de 3 à 6 et avec un volume, 3, donc ça fait 3 à 6 séances par semaine. et un volume maximal de 3h30 pour une séance. Ok. Donc, Là, ça peut peut-être choquer certaines personnes de se dire que 3h30 pour un KD1, alors qu'on a tendance dans le cyclisme à pas dépasser 3 heures pour les KD2, mais on voit que là, on parle bien, alors il faut sortir des habitudes qu'on a, on parle bien Sur la que du maturité. coup, en fonction de la maturité, en fonction de son âge, et encore là, c'est ce qu'a prouvé la science, que du coup là, c'est pas des pensées empiriques ou des pensées du milieu. C'est aujourd'hui, on voit que les jeunes sont capables de faire une activité, ça a été prouvé scientifiquement que les jeunes sont capables de faire une activité physique de 3h30, en tout cas à cet âge-là. Après, ça ne veut pas dire aller faire une sortie de 3h30 en vélo. Hein. Ça peut être 2 heures de vélo, puis après 1 heure de multi-activité et autre chose. Quoi. Donc, mais en tout cas, ils sont capables de faire des efforts continus en endurance pendant 3h30. Et on le voit très bien. Hein. Souvent, les jeunes sont capables de faire un entraînement de vélo, puis jouer une demi-heure avec les copains au foot après, et faire autre chose après. Quoi. On voit qu'ils ont une capacité d'endurance qui est assez exceptionnelle. Quoi. Et puis voilà, ce 3h30, c'est toujours en fonction de la maturité. Si un athlète est un peu tardif, un 3h30 ne sera pas du tout adapté à C'est pour ça qu'au final, on parle d'un âge, parce que c'est moi qui ai posé la question et qui l'a mis en difficulté là, dire qu'est-ce que je fais pour un KD1, mais la réponse en fait pour le KD1, on ne l'a pas. C'est un KD1 qui est au début de sa phase 3 ou un KD1 qui est au début de sa qui est à la fin de sa phase 4, c'est pas le même KD1 quoi. Et du coup, il n'y aura pas les mêmes contenus et pas les mêmes objectifs de travail. Complètement. Si on prend par exemple toujours dans les qualités d'endurance, un KD1 qui se trouvera dans la phase 3, on sera plutôt sur des exercices longs, et un KD1 qui se trouve en phase 4, on sera plutôt sur des exercices d'endurance toujours, mais par intervalle. Et c'est pour ça que du coup, ça va du simple au double. Hein. Autant 6 heures pour un KD1, ça paraît logique, autant 12 heures, ça paraît énorme, mais à la fois, si c'est un KD1 qui est en avance sur la maturité et qui a déjà fini, qui a déjà fini son pic de croissance, c'est normal qu'il fasse 12 heures. Donc c'est pour ça que du coup, si jamais les entraîneurs de club qui nous écoutent, alors je sais que c'est pas facile à mettre en place sur le terrain, même nous à la Bicoque on ne pourra pas toujours le faire parce que du coup, quand on roule avec des groupes, on roule d'abord avec un groupe plutôt qu'avec un individu. Mais en tout cas, les jeunes qui ont terminé leur pic de croissance, ils peuvent aller plus loin en endurance, ils peuvent aller plus loin en force, ils peuvent aller plus loin en vitesse, ils peuvent faire des choses différentes qu'un jeune qui est au début de son pic de croissance. C'est ça. En complément de l'endurance, comme on l'a pu l'évoquer tout à l'heure, travail de vélocité, travail de sprint, qui sera vraiment adapté à cette catégorie, ou du moins à cette phase de maturité. Ouais. Donc là, on a beaucoup parlé de tout ce qui était l'aspect physique. Après, il est toujours important de continuer à travailler tout l'aspect mental et moteur, donc à profiler les qualités mentales des athlètes et des jeunes, et à mettre l'accent sur l'effort du fait de faire de son mieux et d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Donc là, c'était plutôt l'aspect moteur. En ce qui concerne les habilités techniques, donc KD1, on peut être amené à faire des compétitions le week-end, donc rouler en peloton, etc. Donc ça peut être aussi une mise en avant de toutes les qualités qu'on peut retrouver dans les courses, donc c'est-à-dire savoir virer, savoir frotter, savoir sprinter. Donc il y a un panel d'habilités techniques à travailler et qui n'est pas négligeable. Et en ce qui concerne l'aspect tactique, donc on peut faire un premier initiation à certaines qualités. Donc par exemple savoir emmener un collègue au sprint, savoir pourquoi pas mettre en place une bordure quand il y a du vent. Et puis les relais, les relais simple fil, double fil, savoir observer d'où vient le vent, comment est le vent, etc. Donc voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Du coup, j'ai pris quelques petites notes tout de suite, là, ça me faisait penser. Alors, bien sûr, tout ça en prenant en compte, parce qu'on a l'impression qu'on parle un KD1, on fait un zoom dessus, faut toujours prendre en compte aussi ce qui a été fait avant. Et du coup, ce qu'on va faire avec le KD1,
On a compris que ça va être différent du coup en fonction de sa puberté, son pic de croissance et du coup dans quelle phase il se trouve. Ça sera aussi important de faire attention sur ce qu'il a fait avant. Imaginons un KD1 qui arrive, qui a jamais fait de vélo. Il n'aura pas les mêmes habiletés motrices, les mêmes habiletés physiques qu'un KD1 qui a commencé qui a commencé le cyclisme à 6 ans. Donc bien prendre ça en compte. Et même sur la spécificité de la pratique, un enfant sera différent en fonction de ce qu'il a fait avant. Si par exemple il était sportif ou complètement sédentaire. Et donc du coup c'est important à faire. À voir, on a vu là à travers ces recherches qu'on a fait, on a vu qu'il y avait des réels atouts à travailler telle ou telle qualité physique de 0 à 6 ans. Et du coup, il y a des choses qui s'acquièrent directement là, dès les premiers âges en fait, dès cette première phase. Puis on a vu que la seconde phase, c'était important de valider aussi certaines choses. Et là pareil, si ces choses-là ne sont pas acquises sur la première phase ou la deuxième phase, du coup ça va être plus compliqué d'aller ensuite d'aller vers les habiletés motrices ou physiques sur la troisième phase et la quatrième phase. Donc bien prendre ça en compte et ça y faire attention. Et après bien sûr dans tout ça, on n'a pas reparlé bien sûr de la base de l'entraînement, qui sont les bases même. Voilà, du coup, tout entraîneur qui va nous écouter va comprendre, mais les bases même, que ce soit avec un athlète jeune, adolescent, un athlète adulte ou un athlète après, même encore plus vieux, que ce soit amateur, professionnel ou autre, les bases de l'entraînement, c'est toujours la progressivité, l'alternance, la spécificité et sans oublier bien sûr la récupération. Donc ça me semble important de le faire et de le dire. On a fait le zoom sur le KD1, on ne va pas directement entre 6 et 12 heures s'il n'a pas validé certaines étapes avant. Donc il va falloir être progressif, il va falloir alterner les charges et alterner ce qu'on recherche à faire. Et après, il va falloir bien sûr être spécifique, quoi. Donc ça, je pense que c'est important de le retenir. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de la question. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors on était concentrés, donc on n'a pas trop regardé. Parce que je me suis fait avoir sur les premiers réels, sur les premiers directs. Je me suis fait avoir à suivre les questions en même temps, mais du coup je me perdais dans mon flux. Mais du coup, ouais. Alors, bonsoir Teresa. Je vais lire ta question. Je remonte juste dans les trucs avant. Je sais pas comment ça s'appelle. Pour voir s'il y a des questions avant, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions avant. Très bien. En tout cas, celle-ci, on y a répondu. C'est les différentes phases et comment y mesurer. Celle-ci, on a répondu. Bam, bam, bam. Ouais, différence garçon-fille, on a répondu. Tac. Et voilà, bon, on arrive à toi, Teresa. Donc, ta question, Teresa. Donc, déjà, salut Teresa, content que tu sois là. Comment exploites-tu les coups de fatigue toutes les 7 semaines? Alors, soit j'ai pas assez d'informations. Comment exploites-tu les coups de fatigue toutes les 7 semaines d'entraînement sur un KD2? Là, tu me poses une colle, Teresa, parce que alors déjà, moi je l'ai pas vu proprement dit qu'il y avait des coups de fatigue. Je pas trouvé qu'il y avait une logique claire. Alors, pardon pour ceux qui nous écoutent. C'est Teresa demande comment expliquerais-tu un coup de fatigue? Ah non, c'est pas les coups de fatigue, c'est un coup de fatigue toutes les 7 semaines d'entraînement pour un KD2. Alors ouais, Teresa, compliqué à te répondre là. Je pense que je t'appellerai demain, je pense, pour en parler un peu plus précisément avec toi, pour remettre tout dans le contexte. Et c'est compliqué pour moi là de pas avoir toutes les informations, combien de temps il s'entraîne, pourquoi il s'entraîne, etc. Tu parles bien d'un cadet, donc un garçon, si je comprends bien, KD2, donc c'est pas une cadette 2. Là, comme ça, j'ai pas trop de réponses. Surtout toutes les 7 semaines, il n'y a pas de logique avec le pic de croissance, avec les pics de puberté, avec autre chose, on est bien d'accord, Donc, s'il y a une récurrence toutes les 7 semaines, je pense que la question ne vient pas là sur ce qu'on a présenté là, sur sa croissance, sur la puberté, sur les pics de croissance. Si c'est cyclique toutes les 7 semaines, c'est qu'il y a autre chose. Et donc là, faudrait du coup élargir la recherche, quoi. Mais en tout cas, à première vue, ça a pas, il n'y a pas d'explication avec ce qu'on vient de présenter.
sur les phases de croissance et la puberté. Donc voilà. Pas d'autres connaissances dans ce qu'on a. Pas de connaissances, en tout cas dans ce qu'on a recherché. Comme on voit que la phase 2, la phase 3 va durer un an et demi. Et la phase 4, pareil, il n'y a pas de grande explication. En tout cas, il n'y a pas d'explication par rapport à ça. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a aussi peut-être des affirmations, ou dire que vous n'êtes pas d'accord ou autre. Je ne sais pas, en tout cas, on reste à votre dispo encore quelques minutes. Et puis après, on va vous quitter, puis arrêter là-dessus. Ça va durer combien de temps du coup là? J'ai pas le temps. 35 minutes. 35 minutes, parfait, c'est ce qu'on s'était dit à peu près. C'est bien garçon, ouais. C'est bien garçon. Je t'avoue que Teresa, j'ai pas trop de réponses à te donner. Je pense qu'il faudrait que, on se rappellera demain parce que là, en tout cas, il n'y a pas de réponse à te donner par rapport à ce que nous on connaît. Il y a rien qui ressort logiquement du pic de croissance, de la puberté ou autre quoi. Donc voilà. Autre question. Je te rappellerai Teresa, on en reparlera. Est-ce que vous êtes intéressé à la charge mentale induite par les contraintes liées à l'adolescence? Très bonne question, Lucas, qui nous pose la question. Est-ce que vous êtes intéressé à la charge mentale et du coup, là aussi aux problématiques un peu psychosociales, si je comprends bien ta question, Lucas, induites par les contraintes liées à l'adolescence, aussi bien, donc c'est ce que tu poses, sur le rythme scolaire surtout. Si oui, a-t-elle un impact sur la gestion du volume? Alors là, concrètement, pour répondre, je sais pas, tu peux peut-être répondre Alexis, mais concrètement, j'avais pas fait la demande d'Alexis d'analyser là ces contraintes psychosociales pour le jeune. Voilà, on est vraiment parti sur un idéal, parce qu'il faut bien qu'on parte d'un sujet. On est parti d'un idéal sur les évolutions physiques, qu'est-ce qui se passait physiquement. On sait aussi bien sûr qu'il existe beaucoup de changements et d'évolutions au niveau psycho et social, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Donc bien sûr c'est à prendre en compte, Lucas, et oui, je pense que c'est à prendre en compte, et encore plus actuellement. Voilà, c'est pour aussi parler de mon expérience, je me rends compte là, il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté psychosociale avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, notamment les jeunes. Donc oui, bien sûr, c'est à prendre en compte, et aussi là, du coup, à faire la différence, et du coup, individualiser un jeune qui a des contraintes scolaires, qui est pas en sport-études, qui a du bus tous les jours, tous les soirs, qui a pas de possibilité de rouler le mercredi, etc., n'aura pas les mêmes planifications et n'aura pas les mêmes entraînements qu'un jeune qui est en sport-études, qui peut rouler le mercredi, qui est tous les soirs à 16h30 chez lui, etc., etc. Voilà, moi du coup, là, quand je vous dis tout ça, je pense à plein d'exemples que j'ai actuellement, des jeunes que je suis qui sont en cadet ou en junior, ou des jeunes que j'ai entraînés par le passé, qui avaient du train en rentrant, qui pouvaient pas faire de vélo là le soir parce qu'il faisait nuit à 17h30, 18h, etc., etc. Donc ouais, on adapte bien sûr, et on trouve des solutions, et en tout cas, il faut adapter. Je suis complètement d'accord avec ça. Je sais pas si tu veux en dire plus, Alexis, mais ouais, bien sûr qu'il faut adapter, ouais. Surtout dans une période avec beaucoup de changements, du coup physique et du coup psychique aussi, donc ça peut être des périodes de changement, et justement ça va prendre en compte, comme tu l'as dit, selon l'emploi du temps, etc. Ça peut être différent d'un individu à l'autre. Et du coup, là aussi, pour répondre, par exemple, s'il y a des entraîneurs de club qui nous écoutent, il y a bien sûr les contraintes, on va dire, de gérer un groupe. Et après, c'est ce que moi aussi je fais, par exemple, c'est ce qu'on fait sur les stages de la Bicoque. C'est on gère un groupe avant tout, on peut pas. Et après, ce que je fais aussi en parallèle sur le suivi à l'année des jeunes, où du coup je fais de l'individualisation. Et du coup, gérer un groupe ou gérer un individu, c'est pas pareil. Et du coup, ça nous permet d'aller plus loin et d'adapter sur les réels besoins que l'athlète a besoin à tel ou tel moment. Donc du coup, après, ouais, sont un aussi des maîtres mots de l'entraînement, et là du coup Alexis commence à le connaître en troisième année d'études, en licence 3, ici c'est s'adapter, et c'est le secret de l'entraîneur, c'est de pouvoir s'adapter à chaque situation. Donc oui, Lucas, s'il y a un athlète qui a besoin de plus de temps ou autre, bien sûr qu'il faudra s'adapter, et ça sera même le plus important avant tout le reste au final. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, et on va peut-être arrêter là-dessus.
en plus une belle conclusion, hein, de se dire que le vrai secret de l'entraîneur, c'est de s'adapter à la personne qu'il est en face de lui. Je pense que c'est la meilleure des conclusions. Voilà, le but vraiment, hein, comme on vous a dit, c'était de sortir un peu les grandes lignes. Hein, puis ce qui s'est dit et ce qui s'est écrit sur le sujet d'entraînement chez les jeunes, maintenant, bien sûr, il y aura toujours des spécificités, des choses qui seront différentes pour telle ou telle personne, et du coup, faudra s'adapter et trouver des solutions à ce moment-là pour faire évoluer la personne ou le jeune dans les meilleures conditions. Le faire performer, et pour qu'il se fasse plaisir, et gagner des courses, pour nous, ce qui est dans le vélo, quoi. Alors, gagner des courses, retenez plus ce que j'ai dit avant pour conclure, hein. Surtout se faire plaisir, hein, c'est surtout ça le plus important à mon sens. Parfait. Parfait, la conclusion. Il n'y a pas d'autres questions? Voilà, alors prenez plaisir. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Voilà, vous pouvez nous contacter sur les réseaux de la Bicoque. Vous pouvez me contacter à titre perso. N'hésitez pas, il y a plein d'informations sur notre site internet, sur notre joli site internet. Je suis pas très objectif, mais voilà. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail, par Facebook, par Instagram, par tout ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à venir vers nous si besoin. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, à plus tard. Au revoir. Tac. Alors. En haut à droite. Là, ouais. Alors, faut pas que je fasse le boulette. Voulez-vous vraiment mettre fin à la vidéo ?